Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, Benoît. D'où tu reviens? Tu reviens de l'Ouest canadien? Oui, j'arrive en fait Raconte-nous ce matin ça. de Vancouver. Ce matin même. Ce matin même, je suis arrivé de Vancouver. On est en train de tourner les entrevues pour une future saison des Dossiers mystères à Canal D. Oui. Donc, il y a 3 semaines, on a fait la côte est américaine, donc l'État de New York. En fait, on est allé jusqu'en Virginie occidentale. Et puis là, au cours des 2 dernières semaines, on était sur la côte ouest, donc et on terminait avec Vancouver. À la recherche de mystères. Et il y en a ça beaucoup. le dit, hein? Oui, il y en a beaucoup, en fait, de mystères. Et la Colombie-Britannique est particulièrement riche. On le sait, ce sont surtout en Colombie-Britannique qu'on rapporte les observations du Sasquatch, hein, cette créature simiesque. et ça, ouais, bon. Et ils ont également un monstre dans le lac Okanagan, le monstre Ogopogo. Ils ont également un monstre tu peux pas avoir un monstre qui s'appelle Ogopogo. Ogopogo à moutarde. Qu'est-ce que c'est ça, Pogo? Bon, écoute... Mais ça, c'est vrai, ça. Oh, ben, c'est vrai qu'il y a une histoire de monstre. C'est vrai qu'il y a une histoire de monstre. Et as-tu vécu quelque chose toi-même ou tes collègues? Ben, en fait, tu me prends au dépourvu. Mais oui, effectivement... non, je parle en fonction de ton émission. Oui, bien sûr, en fonction de mon émission. Sur la côte Est, tu vois, Benoît, moi, quand je voyage, j'essaie toujours de trouver, lorsqu'on doit séjourner dans un endroit précis, j'essaie toujours de regarder s'il y a des lieux, des hôtels, des bed and breakfast qui sont hantés ou qui ont la réputation d'être hantés, et je choisis toujours d'aller dans ces endroits-là. Et s'il s'agit d'un hôtel, j'essaie de trouver la chambre la plus hantée de l'hôtel pour y séjourner. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Virginie occidentale. J'étais là avec l'équipe de tournage et ma compagne m'accompagnait, d'où le mot, ça le dit bien. Et il y a à Point Pleasant, il y a eu une histoire dans les années 60 qui a beaucoup marqué la littérature et le folklore ovniaque, si je puis dire, donc les ovnis, tout ça. C'est une histoire qu'on a appelée l'histoire du Mothman, une mystérieuse créature ailée qui serait apparue en novembre 1966, aurait multiplié ses observations jusqu'en décembre 1967, et les observations de cette mystérieuse créature ailée auraient pris fin avec l'effondrement du Silver Bridge, hein, c'était le pont qui reliait Point Pleasant à la ville de Gallipoli de l'autre côté de la rivière Ohio. Et lorsque le pont s'est effondré, les apparitions du Mothman ont rapidement diminué pour disparaître complètement. Et beaucoup ont associé ces apparitions multiples de cette créature ailée à une sorte de prophétie, comme si le Mothman était annonciateur de la tragédie du pont, le Silver Bridge. On l'a pas vu dans la 720. Non, mais j'aime vivre de façon très... j'aime l'aventure. J'ai même emprunté le tunnel Ville-Marie pour venir aujourd'hui. T'es courageux. Et donc, cette histoire de Mothman a beaucoup fait fantasmer. On a même adapté les événements dans un contexte plus moderne, dans un excellent film au début des années 2000 avec Richard Gere, qui s'intitule Les prophéties du Mothman ou La prophétie du Mothman, The Mothman Prophecies. Okay. Donc, c'était ces événements du milieu des années 60, réadaptés à la saveur 1900-2000, c'est-à-dire, et là, avec à peu près les mêmes événements. Le film était très bien rendu, le climat était très bien, et ça nous ramenait un peu dans cet événement un peu mystique qui s'était produit à cette époque-là. Donc, pour faire une histoire courte, je me trouve à Point Pleasant pour couvrir cette histoire du Mothman qu'on verra dans des prochains dossiers mystères. Et il y a à Point Pleasant un hôtel, le Lowe Hotel, qui est classé comme étant l'un des 10 hôtels les plus hantés des États-Unis, et la chambre la plus hantée est la chambre 316. Donc, je loue avec l'équipe de tournage, on loue des chambres aux Lowe Hotels, et je choisis bien sûr la chambre 316. Parce qu'elle n'était pas occupée. Parce qu'elle n'était pas occupée. Évidemment, quelques semaines avant, on s'était assuré d'avoir la chambre 316. Ah oui, ok, c'est réservé. Donc, on arrive sur place, et durant la soirée, il faut quand même dire que l'endroit est tout à fait vétuste. C'est un hôtel, en fait, qui date des années 40, 50, et on a l'impression qu'il n'y a eu aucune rénovation. Je doute même qu'on ait lavé les tapis depuis les
des années 50. Oh. Donc, tu vois, c'est un peu vétuste. Y a-t-il encore un pot de chambre en dessous du lit? Ou ça quasiment. Ah, oui. Quasiment. OK. Et au moment où on arrive à l'hôtel, il y a à peu près personne. L'endroit est tout à fait désert. Donc, nous, on a envahi les lieux et puis, on se balade d'une pièce à l'autre. On circule dans les corridors. Dans la soirée, avec ma compagne, on a fait plusieurs petits endroits. Comme ça, on a visité les corridors déserts. Et on a réussi à entrer dans des pièces qui sont condamnées. Parce qu'il faut bien dire, le Lowe's Hotel, une partie, en fait, je te dirais qu'à peu près 50% des chambres ne sont plus accessibles. Elles ont été condamnées au cours des ans. Donc, nous, on a pu entrer dans ces parties encore vétustes et condamnées. Et à un moment donné, une porte qui était derrière nous s'est soudainement refermée. Mais refermée brutalement. Était-ce les ressorts de la peinture ou la poussée du fantôme? Quoi qu'il en soit, ma compagne a très sursautée sur cet événement-là et elle est restée marquée un peu dans la soirée par l'événement. Sérieux? Et puis, au milieu de la nuit, elle s'est réveillée à 3 reprises. Chaque fois, elle faisait des cauchemars et la dernière fois, elle s'est levée en disant « Je ne reste pas ici ». Elle était persuadée, et je suis mal juge pour jauger cette histoire-là, mais elle était persuadée que des gens ou des esprits, des entités essayaient de la rejoindre à travers ses rêves, à travers ses cauchemars. Et puis là, elle était littéralement dans un état de panique. On s'est donc levé et on a quitté la chambre et à 5h30, on était au McDonald's en face à boire du café parce qu'il n'était plus question de retourner dans la chambre. Et encore aujourd'hui, elle me parlait encore de cet événement-là qui l'a bouleversée. Aujourd'hui, elle prend un peu de recul, se dit, peut-être qu'effectivement, le pouvoir de l'imagination, les circonstances, nos visites nocturnes un peu marginales d'une pièce à l'autre ont peut-être influencé son imagination, mais c'est quand même une expérience qu'elle a trouvée assez bouleversante. Est-ce que c'est une investigatrice aussi? Est-ce qu'elle fouille les dossiers mystères? Non, pas du tout. Je te dirais que c'est une femme qui est très intéressée par ces sujets-là. Une approche un peu plus mystique et ésotérique que moi, qui est beaucoup plus journalistique et critique. Donc, elle se laisse baigner par ça. Et elle aime l'idée que des présences peuvent être autour de nous. Elle aime y croire. Elle aimait moins ça l'autre soir. Oui, au Lowe's Hotel, disons que l'événement l'a beaucoup marqué. Donc, c'était l'événement de ce voyage sur la côte. Est-ce qu'on prend un moment avant d'aller à la pause pour parler de notre sujet préféré? Le Chupacabra. Je t'en prie. Je sais, je me suis dit, faut commencer cette chronique avec une nouvelle sur le Chupacabra. Je me suis dit que l'été passé, sans en parler, tu devais faire de l'urticaire, quand même. Écoute, j'ai cherché des chupacabras sous la remise de mon voisin. Et tu n'en as pas trouvé. Non, il y a juste une maudite marmotte qui vient chier sur le terrain. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il est en Russie en ce moment. Ah oui? Oui, absolument. Dans une localité qui s'appelle Novosibirsk. Donc, depuis le début de l'été, on a enregistré un nombre de morts mystérieuses, des animaux qui sont retrouvés, la gorge tranchée, exsanguée. Et évidemment, personne n'a vu la créature, mais très rapidement, en découvrant ces morts inhabituel, la population s'est mobilisée et évidemment la rumeur de la présence d'un chupacabra s'est mise à circuler parmi la population. On a même organisé des groupes, des battus qui parcourent la contrée la nuit venue avec armés de gourdins dans l'espoir de voir l'animal et de lui en donner un bon coup sur la tête. Mais jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé. Écoute, Christian, j'avais un courriel ce matin, je voulais l'imprimer, mais on m'a envoyé une photo d'un chupacabra, mais aux États-Unis. La photo écrasée par une voiture. Ben tu vois, c'est extraordinaire ce que tu me mentionnes là, parce que je voulais en venir à cette histoire-là aux États-Unis de ce chupacabra. Ah, tu l'as? Ah ouais. Ah, ben oui, parce que tu vois, dans ces histoires de chupacabra, le chupacabra est un mystérieux animal qui est un peu polymorphe. Il change de forme. Au début des années 90, lorsque les premiers rapports sont arrivés, on décrivait l'animal comme une sorte de gargouille à mi-chemin entre un lézard et un kangourou, avec des sortes d'épines dans le dos. Et puis, au fil du temps, l'animal a pris différentes formes. Et puis, voilà qu'au début des années 2000, on a commencé à avoir des rapports d'observation d'un animal mystérieux dans les déserts du Texas. Cet animal-là ressemblait davantage à un chien, à un canidé, avec un museau très allongé. Et on a même trouvé des carcasses de cet animal-là.
Tant et si bien même, non seulement on en a trouvé des carcasses, mais on en a même filmé, le 8 août 2008, des policiers du comté de DeWitt ont réussi à filmer avec la caméra de bord de leur autopatrouille cet animal qui courait devant eux. Encore une fois, l'image nous montre un canidé, mais un canidé assez particulier. C'est pas le canidé de ton voisin, là. C'est pas le chien berger de ton voisin. Il y a visiblement chez cet animal des anomalies. Et puis finalement, voilà, on a réussi à trouver des carcasses de cet animal-là. Certains ont réussi à le tuer. Et on a fait des prélèvements ADN qui ont démontré, et ça c'est intéressant, on a démontré que l'animal en question n'était pas un chien ordinaire. En fait, depuis quelques années, il semble y avoir dans le sud des États-Unis, en particulier au Texas, un animal hybride à mi-chemin entre le coyote et le loup du désert. Et cet animal-là a des caractéristiques particulières, notamment un museau beaucoup plus allongé et des canines proéminentes. Alors, des griffes aussi. Oui, des griffes. Ça, c'est au Minnesota. Là, celui dont tu me parles, c'est au Minnesota qui a été trouvé là il y a quelques jours. Moi, je te parle de cet animal trouvé dont maintenant on sait, grâce à des tests ADN, qu'il s'agit bel et bien d'un canidé, non pas d'un chupacabras, mais d'un canidé d'une race particulière, un hybride, dans le sud des États-Unis. Donc et encore une fois, ce que je veux, ou là où je veux en venir, c'est qu'à partir du moment où on observe des animaux, quels qu'ils soient, on le rattache au chupacabra. Le chupacabra est devenu un peu l'animal polymorphe auquel on associe toute créature bizarroïde. Mais donc, en ce moment, un animal, il serait en Russie à exsanguer du bétail. Parfait. On est averti. On revient après cette pause avec Christian Page. Christian Page est avec nous pour complot. Mais tes complots? Oui. Ça, c'est mystère et quoi? À la télé? C'est dossier mystère. Ah, dossier mystère. Mets tes complots, dossier mystère. On va garder Mets tes complots. Oui, on va garder Mets tes complots. D'ailleurs, Benoît, c'est intéressant, puisqu'on en parle cette année, pour cette reprise de la nouvelle saison. Oui. Je te propose, tous les 2 ou 3 semaines, de te présenter des dossiers qui ont été enquêtés. Les gens m'écrivent souvent pour me demander, est-ce qu'il y a au FBI un bureau des affaires non classées, comme dans la célèbre série des X-Files avec Mulder et Scully? La réponse est non. Il n'y a pas de tel bureau au FBI. Mais en revanche, les autorités, quelles qu'elles soient, que ce soit la GRC, la police de Montréal, le FBI, la CIA, la gendarmerie française, ces services d'enquête professionnels ont été amenés au cours des ans à enquêter sur des histoires qui auraient probablement fait pâlir d'envie Mulder et Scully. Et moi-même, lorsque j'ai appris que les autorités s'étaient penchées sur certains dossiers, j'ai rencontré les autorités et j'ai obtenu, dans bien des cas, l'ensemble ou les copies de ces dossiers qui dorment dans mes archives depuis X nombre d'années. X-Files, X nombre d'années. Bon, alors... C'est juste trop vite pour moi. Alors, tu vois, donc, tous les 2 ou 3 semaines, si tu le veux bien, je vais ouvrir mes dossiers et on va parler de ces enquêtes menées par les services d'enquête, voir ce que eux ont trouvé, quels ont été les éléments de leurs investigations. Mais revenons à nos actualités insolites. Oui. Pour commencer cette saison. Le 20 juillet dernier, il y a quelque chose d'assez spécial. L'État du New Hampshire a inauguré une plaque commémorative le long de la Nationale 3 pour rendre hommage à l'enlèvement, ou en fait pour rappeler l'enlèvement de Betty et Barney Hill. Tu sais, on en a déjà parlé ici à l'émission. Betty et Barney Hill, un couple interracial des années 1960. L'événement se passe en fait en septembre 1961. Ils reviennent de Montréal et puis ils gagnent l'État du New Hampshire en passant par le sud de Quaticook, en traversant à cet endroit-là. Et puis le long de la Nationale 3, à la hauteur d'un endroit qui s'appelle Indian Head, ils vont observer des lumières, un objet volant qui flotte tout près de la rue. C'est ici, là, c'est à côté. Oui, en fait, c'est tout près de nous, là. On peut se rendre sur les lieux à 2 heures de route d'ici, là. Et puis, lorsqu'ils vont regagner leur domicile de Portsmouth, au New Hampshire, ils vont constater qu'il est 5h30 du matin, alors que selon leur idée, leur agenda, ils auraient dû arriver chez eux aux alentours de 3h30. Il manque donc 2 heures. 2 heures pour lesquelles les Hill n'ont aucun souvenir. La seule chose, lorsqu'ils repensent à cet événement-là, c'est qu'ils se souviennent avoir vu cet objet qui flotte au-dessus de la rue, à la hauteur de Indian Head, au-dessus de la route. Et puis, il y a une sorte de passage à vide, une sorte de moment où ils entendent des bruits qu'ils vont décrire comme étant un bip, bip,
bip. Et puis soudain, ils ont l'impression de s'endormir et lorsqu'ils ouvrent à nouveau les yeux, ils voient un panneau routier indiquant Concorde, la ville de Concorde, Concorde, 17 miles. Donc on a un trajet d'une 50aine de kilomètres le long de la Nationale 3 dont ils ne gardent aucun souvenir. 2 ans plus tard, soumis à l'hypnose par un neuropsychiatre de Boston, le docteur Benjamin Simon, ils vont raconter, grâce à l'hypnose régressive, on va les ramener à cet événement-là, et ils vont décrire sous hypnose qu'ils ont été enlevés, amenés à bord d'un engin spatial inconnu et soumis à divers tests par des extraterrestres. Bon, maintenant, cette version, ce scénario de l'enlèvement, on l'accepte ou on l'accepte pas, peu importe, mais l'histoire des Hill a été un élément, un événement marquant dans l'histoire des ovnis, et maintenant, Barney Hill est décédé en 1969, Betsy Hill est décédée il y a quelques années, et avec la mort du couple, en fait, le rideau est tombé sur cette histoire, et le 20 juillet dernier, l'État du New Hampshire, à l'endroit même où les Hill disent avoir observé cet objet au-dessus de la route, ils ont inauguré une plaque rappelant les événements, et c'est très étonnant parce que jusqu'à maintenant, je pense qu'aux États-Unis, ils ont quelque chose comme 12 000 plaques qui commémorent des événements historiques, mais seulement 3 ou 4 associés à des événements mystérieux et paranormaux, et l'affaire Hill en est un. Il y a eu un film fascinant là-dessus. Oui, absolument. Au milieu des années 70, c'était en 1975, je crois, on a fait un film pour la télévision qui s'appelait The UFO Incident, traduit en français par La Nuit des extraterrestres, qui est maintenant disponible en DVD. Ah oui? Donc, c'était un film pour la télévision, faut le rappeler, et c'était James Earl Jones qui jouait le rôle de Barney Hill et Estelle Parsons le rôle de Betsy. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on ne nous dit jamais qu'ils ont réellement été enlevés par des extraterrestres. On vit leur expérience avec le moment, ce passage à vide, et lorsqu'ils sont soumis à l'hypnose chez le docteur Simon, ils racontent l'événement, mais ils le racontent comme s'il s'agissait d'un rêve. Et on est toujours partagé en cette notion où le médecin dit au Hill, êtes-vous sûr d'avoir vécu ça, ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un rêve, d'un fantasme que vous avez imaginé? Et on laisse un peu le téléspectateur sur cette idée de choisir lui. Est-ce qu'il veut croire qu'il s'agit d'un retour en arrière, d'une vision d'un événement réel, factuel, ou bien d'un scénario imaginé par les Hill pour essayer de combler ce vide des 2 heures manquantes le long de la Nationale 3. C'est la tension dans le couple aussi, à la suite des événements. Là, évidemment, qui est ils vont vivre des tensions, ils vont devenir obsédés par cette histoire des ovnis. Barney Hill va développer des symptômes physiques, des ulcères d'estomac. Il va devoir prendre d'ailleurs un congé prolongé de son service. Il travaille à la Poste de Boston, donc il doit prendre un congé. Betsy également s'est mise à boire un peu. Elle a des difficultés également à gérer l'histoire du couple. Et ce sont tous ces événements qui vont les amener finalement en 1963 à consulter ce neuropsychiatre de Boston qui va révéler le scénario de l'enlèvement. Donc ça, c'était le 20 juillet dernier. Donc c'est assez exceptionnel, une plaque commémorative. Oui, parce que c'est une plaque qui est officialisée par l'État du New Hampshire. Là. Et autre événement qui touche le domaine des ovnis, et là, c'est vraiment extraordinaire. Dans les années 90, commençant à l'automne de 1989, des policiers de la ville d'Eupen en Belgique vont voir au-dessus d'un champ immobile un grand objet triangulaire. Et avec cette observation, on va marquer le début d'une série d'observations en Belgique qu'on appelle la vague belge, qui va perdurer jusqu'en 1992. L'événement culminant, c'est dans la nuit du 30 mars 1990. L'armée belge va lancer 2 F-16 à la poursuite de cet objet volant qui a été détecté dans les environs de Bruxelles. Et à un moment donné, un des pilotes va engager son radar de bord sur le F-16. Il va détecter l'objet. Et là, on peut voir, parce que le lendemain, les images ont été montrées aux médias du monde entier, on peut voir la signature radar qui montre, il n'y aura pas de contact visuel entre les pilotes et l'objet volant, mais il y a ce radar, cette signature radar, où on voit une cible apparaître. Et le pilote, à un moment donné, va faire ce qu'on appelle un verrouillage, un lock-on sur la cible. Et à ce moment-là, on a des informations télémétriques qui nous sont données sur cette cible. Et on enregistre à ce moment-là un mouvement de l'objet, une sorte d'accélération de l'ordre de 30 G. Donc, pour donner une idée aux auditeurs, 30 G, lorsqu'une navette spatiale décolle, par exemple, on a une poussée de 5 ou 6 G. À 7 ou 8 G, un humain perd conscience. À 10 G, c'est la mort. Or, et là, on a un objet qui a fait devant le radar du F-16 une accélération de 30 G.
Mais, encore une fois, il n'y a pas eu d'observation visuelle de cet objet. Et puis, quelques jours plus tard, une photographie va apparaître dans la presse. Elle a été prise par à Petit Rochin, une petite ville près de Verviers. Et là, l'auteur de la photo, qu'on n'identifie pas, il garde de l'anonymat. Cette photographie montre un objet triangulaire avec des lumières à chacune de ses extrémités. Et elle va devenir célèbre à travers le monde entier sous le nom de photo de Petit Rochin. L'armée belge va étudier la photographie. On va essayer de reproduire cette image-là et on n'y arrivera pas. On va conclure que l'image est certainement authentique. Et puis voilà, au cours de l'été, l'auteur de la photographie est sorti de l'ombre. L'objet volant n'était qu'un morceau de styromousse sur lequel il avait accroché 3 lumières et qu'il a photographié. Donc, il faut faire attention. La vague belge n'est pas la photo de Petit Rochin, mais la photo de Petit Rochin fait quand même partie de la vague belge. Et c'est vrai, ce que cette histoire nous montre, c'est qu'il faut faire attention lorsque des experts nous disent qu'une photographie est authentique. Est-ce qu'il a pris cette photo-là? Est-ce qu'il a truqué cette photo en ayant appris qu'il y avait eu des observations? Oui, absolument. Il raconte qu'à son boulot, par exemple, les gens qui travaillaient à l'usine parlaient de l'objet triangulaire. Et un matin, il est arrivé en disant, voici, je l'ai vu, je l'ai photographié. Ah, les snoros. Merci, Christian Page. Merci à Larry, à François et à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle demain dès midi. Il y a Jean Pagé qui suit après cette pause.